sexuelle autrement réservées aux personnes matures ou vivantes en couple dans nos sociétés sont de nos jours l'apanage des jeunes, voire des adolescents. Et cela va sans dire que ces actes généralement non protégés ne sont sans risque pour tous, parmi lesquels les infections sexuellement transmissibles, les IST, jadis appelées maladies sexuellement transmissibles, MST ou vénériennes, que l'on peut contracter sous diverses formes par des virus, des protozoaires, des champignons, également des bactéries et j'en passe. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, plus d'1 million de personnes contractent au quotidien une infection sexuellement transmissible. Face à ce chiffre alarmant, ne serait-il pas de bon ton d'en parler avec des personnes spécialisées en la matière afin de permettre à tous, aussi bien adolescents, jeunes que personnes adultes, de prendre conscience du fait qu'elle doit vivre sa sexualité de façon responsable? Bien sûr que oui. C'est pourquoi nous invitons ce soir le docteur Oklou Atou dans ce numéro du Bon à savoir, non seulement pour répondre à nos questions sur les infections sexuellement transmissibles, mais également pour nous permettre de connaître nos organes sexuels, comment les maintenir pour notre bien-être à tous. Bonsoir fidèles téléspectateurs, bienvenue au rendez-vous du savoir. Ce soir, nous parlons bel et bien des IST avec notre invité du jour, cher docteur, bonsoir. Bonsoir. Soyez les bienvenus chez nous. Merci. Peut-on vous connaître? C'est le docteur Oklou Atou, je suis médecin généraliste, spécialiste de VIH et IST et je vis aux États-Unis. Ah, bienvenue chez nous au Togo alors. Merci. Et merci surtout d'avoir honoré notre invitation de ce soir. D'entrée de jeu, qu'est-ce qu'une infection sexuellement transmissible, docteur? Une infection sexuellement transmissible, autrefois appelée maladie sexuellement transmissible, ce sont les infections contractées par les rapports sexuels non protégés. Et donc, ces infections en particulier sont dues aux bactéries, aux mycoses, aux parasites et aux virus. Donc, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une IST? Et quand on fait des rapports, on fait des rapports sexuels non protégés, on peut contracter ces maladies qui est chez la femme ou bien chez l'homme. Des rapports sexuels non protégés, par exemple. Et donc, c'est ça qui peut provoquer ces maladies. Parce que ce sont des gemmes qui existent, mais qui ont leur demeure dans les voies sexuelles. Okay. Et donc, quand tu fais des rapports sexuels non protégés, tu es automatiquement atteint par ces maladies. Existe-t-il plusieurs formes d'IST? Il y en a plusieurs. C'est comme les images que nous avons. Il y en a plusieurs. Il y a les bactéries. Dans les bactéries, okay, par exemple, on peut citer la gonococcie, la syphilis. Et dans les virus, par exemple, on peut citer le VIH, par exemple, l'herpès simplex, le papilloma humain. Et dans les parasites, on a les trichomonas vaginalis, on a, par exemple, les mycoses, on a les candidats albicans, on a les vaginoses. Ce sont ces maladies qu'on peut citer à peu près. Il y en a plusieurs. Il y a des sous-types aussi de ces maladies, de ces infections. Voilà, les images qu'on a eues tout à l'heure, si on peut les revoir et vous allez les commenter progressivement, qu'on a les images à l'antenne si possible. Oui, bien sûr. Par exemple, ça c'est la syphilis. Okay. La syphilis, ça commence d'abord par une petite plaie non douloureuse et qui se cicatrise. Et après la cicatrisation, ça évolue. La syphilis a trois stades. Le premier stade, excusez-moi, c'est une petite infection qui apparaît au niveau des berges, au niveau des lèvres et qui disparaît après quelques jours sans traitement. Et des années plus tard, il y aura des taches au niveau de la poitrine, au niveau de la plante des pieds, au niveau des mains, au niveau du menton, qu'on regarde ça. Et après, dans le stade tertiaire, et ça, la syphilis vient se loger dans le cerveau et on peut devenir fou. Et donc, c'est ça qu'on a comme image à ce niveau-là. Okay, si on peut avoir d'autres images, voilà. Image, par exemple, c'est qu'on a l'humain papilloma humain.
Ça peut être aussi le simplex, herpès simplex, et il y en a deux types, le type 1, le type 2. Par exemple, le type 1, ça se contracte au niveau de la bouche, mais le type 2, c'est lui-même qui est le maladie sexuellement transmissible. Et c'est ça, c'est le premier symptôme, c'est des bouquets, des plaies qui apparaissent sous forme de bouquets en fleurs de chou. Okay. Et après, ça se disparaît. Mais le problème, revenez un peu en arrière pour l'image précédente, si on peut, voilà. Voilà, le herpès simplex, c'est les virus, quand vous le contractez, ça se loge dans les ganglions. Et donc, périodiquement, sous le coup de l'émotion de certaines maladies, les virus sont activés et ça réapparaît. Et donc, ça devient des infections récurrentes. Okay. Et donc, on le met sous traitement pour éviter ça. Okay. Ça aussi, c'est une infection. Ça peut être des canches, des chancres. Et c'est aussi une infection qui apparaît au niveau du pénis, qui est vraiment douloureuse. Et sans traitement, ça peut évoluer à l'amputation du pénis. Hein? Oui. Ça arrive également. Ça arrive. Ça aussi, c'est l'herpès simplex au niveau des grandes lèvres, au niveau du vagin. Des plaies qui apparaissent et non traitées, ça peut dédommager toute la région. Oui. C'est amputable également? Non, pas amputable. Pas amputable. Et ça là, c'est l'herpès simplex et ça réapparaît périodiquement sous le coup de l'émotion ou de certaines infections. Peut-être que vous êtes sous un traitement qui peut faire que l'immunité un peu en baisse, ça peut stimuler les virus de réapparaître. Peut-être parce qu'ils sont dans les ganglions. Okay. Et donc... voilà, je ne sais pas si on a d'autres images, voilà. Ça, c'est la gonococcie. Et la gonococcie, c'est des écoulements qui peuvent être jaunâtres, verdâtres, avec des brûlures à la miction, des douleurs au niveau de l'urètre. Et donc, il y a aussi de l'autre côté, il y a le chlamydier. Le chlamydier évolue à bas bruit. Vous pouvez l'avoir des années sans le savoir. Parce que vous allez constater qu'au petit matin, vous pouvez avoir des taches dans le slip. Et c'est ça qui détermine. Bon, lors d'un examen, par exemple, l'examen urologique, on constate que vous avez chlamydier. Et donc, ça se traite, bien sûr, mais la gonococcie et la chlamydier, les effets secondaires et les conséquences, on va en parler plus tard. Et je vais donner plus de détails à propos de ces questions-là. Ça aussi, c'est la gonococcie, peut-être à un stade évolué. Et ça, c'est humain papillomavirus, qu'on appelle le papilloma humain. Et le papilloma humain, c'est des petites tumeurs. Des petites tumeurs qui apparaissent au niveau de la verge et au niveau du col de l'utérus. Il y a des sous-types, des types 14 ou 16, bien sûr, je pense bien 8. Quand ils ne sont pas bien traités, ils vont évoluer au cancer du col de l'utérus. Okay. Et donc, le traitement, c'est la cryothérapie ou bien la chirurgie. Il n'y a pas un traitement médical à ça. Et donc, si quelqu'un a ces boutons-là, il n'a qu'à bien aller voir le dermatologue ou bien un médecin généraliste pour voir ce qu'on peut faire à propos de ces traitements et de ces tumeurs-là. Okay. C'est très contagieux. Okay, si on a, voilà. C'est toujours le humain papillomavirus, le papilloma humain. Ça, c'est le humain papillomavirus qui a le côté, dans mon côté gauche, oui, c'est un col qui est sain. Un col sain, c'est comme ça. Mais de l'autre côté, c'est un col qui est endommagé par une infection quelconque. Vous avez des plaies tout autour de l'orifice externe du corps. Et donc, à ces infections-là, si elles ne sont pas bien traitées, ça peut évoluer à des complications. Les stérilités secondaires, je vais en parler plus tard. L'évolution des infections sexuellement transmises chez la femme est à bas bruit. Ça évolue lentement. Alors que chez l'homme, ça apparaît le plus tôt possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut traiter le couple ensemble. Je crois qu'au niveau image, on a assez vu d'images. Ça aussi, c'est le humain papillomavirus et le papilloma humain. Ça apparaît chez on appelle les MSM, c'est les homosexuels, excusez-moi le terme, ceux qui ont des rapports sexuels au niveau de l'anus. Ces maladies-là apparaissent et ça peut provoquer le cancer de l'anus.
Et donc, il faut éviter de passer par la nuit. Ce qui est là, il y a plein de déchets. Et donc, il va falloir sensibiliser les jeunes à propos parce que quand on est dans le sens où on voit les pornographies qui ne sont pas recommandées aux enfants et même aux adultes parce que ça affecte le système nerveux. En termes de psychologiquement, vous êtes tenté de faire ça pour voir ce que c'est. Et n'ayant pas protégé ça, vous pouvez contracter ces maladies, en plus d'autres maladies qui sont localisées au niveau de l'anus. Parce que c'est un lieu qui n'est pas propre. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça. Merci également à la partie technique par rapport aux différentes images qu'on a eues. Tout à l'heure, d'entrée de jeu, vous avez dit ces désinfections qu'on contracte par voie sexuelle. Existe-t-il également d'autres voies pour contracter ces infections-là? Effectivement, je viens de citer une voie qui est la voie anale et l'autre voie, la voie par la bouche. Le fait de sucer, mais pas oral. Le fait de sucer le pénis sans et de lécher l'autre côté de la femme. Et c'est pas conseillé du tout. Vous ne savez pas qui il ou elle est. Quand c'est sa femme ou son mari, on se connaît déjà, là, c'est permis. C'est pas évident. C'est pas évident. Et donc, il faut faire attention, c'est tout. Parce que la personne peut avoir ça dans la bouche. Et donc, vous pouvez contracter sans le savoir. Et vous pouvez avoir le cancer de la gorge, par exemple, ou le papilloma humain. Vous pouvez avoir des tumeurs dans la bouche sans le savoir. Tumeurs dans la nuit. Et donc, c'est un pas d'ailleurs même, il va recommander pour les rapports sexuels. D'accord. Alors, peut-on être infecté également dans les toilettes? Parce que généralement, c'est ce qui est dit. Et quand on va vers les toilettes publiques et tout ça, on se dit, on peut être infecté par là-bas, on peut avoir des IST par là-bas. C'est également des voies de transmission. Pas à 100%. Le problème se localise plus chez les femmes. Et bon, quand vous allez à la toilette, il faut toujours nettoyer le pot avant de s'asseoir. Parce que je ne sais pas qui vient, on peut venir décharger sur. Et sans le savoir, quand le liquide se mélange à vos poils, vous pouvez contracter ça. Ce n'est pas une voie de contamination assez. Le taux n'est pas aussi élevé que ça, peut-être 1%. Mais il faut pouvoir éviter ça. Et il faut toujours faire la propriété de rigueur. Forcément. Surtout chez la femme. Voilà. Est-ce qu'on peut être infecté également par des objets souillés, des transfusions sanguines? C'est également des voies d'infection. Oui, effectivement. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la microbiologie, avec des découvertes de la technologie, on peut au moins éviter. La seule voie maintenant, c'est les transfusions sanguines. Mais on fait des tests. Chaque sang peut lever. On fait la syphilis, la gonococcie, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C. Et des fois, on fait l'herpès simplex, on fait d'autres tests plus avancés pour être sûr avant de transfuser le patient ou la patiente. Donc, il y a moins de risques. Il y a moins de risques à ce niveau-là. À ce niveau. Maintenant, il y a moins de risques. Ok. Et la transmission de mère à l'enfant? Ça hésite énormément. Parce que l'enfant peut, par exemple, contracter la syphilis qu'on appelle la syphilis congénitale. Où le bébé accouché peut avoir des fentes palatines et peut avoir des infections oculaires. Lors de l'accouchement, par voie basse, s'il y a des microbes, l'enfant peut être entré, surtout la chlamydie, où il peut faire des infections oculaires. C'est pour ça d'ailleurs même à chaque accouchement, on met des collyres dans les yeux des enfants pour pouvoir éviter toutes ces infections. Parce que la voie vaginale aussi, il y a ces microbes qui sont saprophytes et des fois pathogènes que l'enfant peut contracter. Et ça peut aussi provoquer des souffrances fœtales. Et donc, la propriété toujours est de rigueur, des soins de rigueur. Ok, donc à part cette infection qu'on peut avoir soit lors de la grossesse ou pendant l'accouchement, au niveau de l'allaitement également, c'est possible? C'est possible surtout pour le VIH. Le VIH se localise dans les différents secteurs, au niveau du sperme, au niveau de la sécrétion vaginale, au niveau du lait, au niveau du sang. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs on recommande aux femmes qui sont par exemple séropositives, après l'accouchement, de ne pas allaiter leurs enfants pour à ce que l'enfant ne soit atteint, à moins que cette femme ne soit sous traitement et que la virémie est très basse. Indétectable, oui, on peut essayer. Et bon, Dieu étant vivant,
certains enfants sont protégés. Voilà. Dieu étant vivant, certains enfants sont protégés. Alors, docteur, dites-nous, quels sont les symptômes que présentent des personnes qui contractent des IST? Pour les hommes, par exemple, l'infection commence vers 4 heures à 48 heures après le rapport sexuel. Il peut y avoir des écoulements, des brûlures mictionnelles, des plaies au niveau de la verge, et qui sont un peu douloureuses ou non douloureuses, ça dépend. Et c'est ça qu'on recommande, qu'on voit au niveau de l'homme. Au niveau de la femme, il peut y avoir aussi des leucorrhées, c'est des pertes vaginales qui sont peut-être fétides après plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années. Et des écoulements fétides, jaunâtres, nauséabondes. Il peut y avoir des hémorragies après les règles ou avant les règles ou au cours des rapports sexuels. Il peut y avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Et il peut y avoir des brûlures mictionnelles. Et ce sont à peu près les symptômes qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Maintenant, est-ce possible qu'une personne ayant contracté une IST ne présente aucun symptôme? Effectivement. Et surtout, je prends le cas de chlamydier. On peut contracter le chlamydier sans le savoir. C'est des pertes que vous allez voir au niveau des slips, surtout chez l'homme. Et le matin, vous avez ça, mais bon, vous pouvez négliger ça. C'est un peu jaunâtre, un peu jaunâtre qui n'est pas habituel. Oui, des fois vous faites des pollutions nocturnes. Les spermes peuvent sortir croyant que c'est des spermes, alors que c'est une infection. Maintenant, comment faire pour savoir que ce n'est pas le sperme, c'est plutôt une infection? C'est pour ça que tous les sujets qui sont en activité sexuelle, normalement, des fois des prélèvements, au moins une fois tous les 6 mois, ou bien une fois par année. Il faut éduquer la population togolaise, surtout que ce n'est pas seulement de tomber malade avant de faire des bilans. Il faut régulièrement faire des bilans pour voir est-ce que je vais bien. Parce qu'au moment où quelque chose se passe, l'organisme s'en charge, l'organisme se bat contre les microbes. Et quand est-ce qu'ils sont fatigués, les anticorps sont un peu fatigués, c'est en ce moment-là que les symptômes commencent à apparaître. Et là, c'est trop tard. Et donc, le mieux, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Et donc, il va falloir faire des prélèvements, des examens cytobactériologiques avec des cultures, des prélèvements vaginaux, et examens des urines chez l'homme et chez la femme, et voir est-ce que je vais bien, des flottilles vaginales, est-ce que tout va bien. Et si tout va bien, ça fait la prochaine fois. Et partenaire multiple, il faut l'éviter. Un partenaire unique. C'est bien pour les hommes que pour les femmes. Bien sûr. Portant la précision. Oui, bien sûr. Et pour pouvoir éviter de contracter la maladie et de le transmettre à qui que ce soit. Donc, voilà les analyses qu'on peut se soumettre à pour savoir si on est atteinte ou pas. Et vous avez conseillé qu'on le fasse au moins chaque 6 mois. Effectivement. Est-ce que c'est des analyses qui sont à portée de main de la bourse du commun des mortels togolais? C'est pas aussi cher que ça. Mais toujours, ça dépend. Il faut toujours éduquer la population à propos que régulièrement, il faut se faire analyser pour voir est-ce que tout va bien ou pas. Parce que il faut investir pour sa santé. Il faut mettre une petite chose sur la table pour voir si je vais bien. NFS, VS, le bilan cholestérol, bilan hépatique, bilan rénal, pour voir. Parce que c'est des trucs, quand tu ne le fais pas à temps, et quand il y a des complications, il est trop tard pour toi pour être récupéré. Et c'est en ce moment qu'on ne commence pas à accuser les médecins qui ne sont pas compétents alors qu'ils ont fait leur part. C'est parce que tu étais à l'hôpital, en venant à l'hôpital, ou bien tu peux faire un check-up pour voir ce que je vais bien. C'est toujours important. De toute manière, la santé n'a pas de prix. Effectivement. Tout compte fait, quand on est malade, finalement, on cherche de l'argent pour se soigner. Donc, il faudrait entretenir également notre corps via ces différents examens que vous avez cités, histoire de nous permettre d'être en forme. Avoir de l'assurance, en fait, ou bien cotiser, faire un fonds là, le fonds de santé. En cas de cas, si vous allez prélever cette somme pour se faire consulter et se faire soigner. D'accord. Un fonds de santé. Mais avec notre SMIC, c'est pas évident. 1000 francs par mois,
1000 francs par mois, on ne tombe pas malade n'importe comment, ça dépend de la façon dont tu gères. Docteur, lorsqu'on gère 1000 francs par mois, sur 6 mois, ça fait 6000. Hein? Effectivement, 6000, ça ne même pas le coût d'un examen. Non, il me semble que SCBU, ça peut coûter 3500 bien 4500. D'accord, donc au moins on va faire un test. Oui. Au moins. Au moins. D'accord, docteur, dites-nous, quelles sont les conséquences qu'on peut courir lorsqu'on contracte ces IST-là? Ok, je vais prendre peut-être quelques exemples pour illustrer ça. Par exemple, quand vous contractez la gonococcie et la chlamydie, les conséquences plus tard, c'est des obstructions des trompes. Les trompes sont bouchées. C'est au niveau de la femme? Oui. Quand les trompes sont bouchées, et donc il y a une stérilité secondaire. Il y a une infection pelvienne profonde. Il y a l'infection des ovaires. Et il est difficile de tomber enceinte. C'est pour ça d'ailleurs même certaines femmes sont obligées de faire des tests qu'on appelle hystérosalpingographie pour voir si les trompes sont bouchées en cas de stérilité secondaire. C'est des complications qu'on peut avoir. Par exemple, pour le papillomavirus humain, je l'ai déjà mentionné, et c'est le cancer du col de l'utérus qu'on peut avoir plus tard. Et des hémorragies qui apparaissent en dehors des règles. Voilà, et chez l'homme? Chez l'homme, c'est des prostatites. C'est le prostate est atteint, il y a une inflammation de la prostate. Okay. Et il peut y avoir une obstruction de la voie urétrale aussi. Et donc, non traité, ça peut évoluer vers les reins. Vous pouvez avoir une insuffisance rénale aiguë, vous pouvez peut-être chronique, parce qu'il y a une infection rénale qui n'a pas été bien traitée. Okay. Et donc, c'est ce qu'on peut avoir. Ça peut vous bousiller aussi, excusez-moi le terme, les spermatozoïdes. Vous pouvez faire une oligospermie. C'est d'ailleurs même que quand on n'arrive pas à donner un enfant, il va falloir en dehors de la femme, parce qu'on a l'habitude d'accuser les femmes qui ce sont elles qui sont la base de ne pas avoir d'enfant dans la famille, alors que les hommes aussi ont une part de responsabilité dans ce processus. Donc il va falloir faire une spermoculture, un spermogramme. On prélève le sperme pour voir est-ce que les cellules, les spermatozoïdes sont de bonne forme, est-ce qu'il y a une infection où il va falloir traiter. Et donc je pense que c'est comme ça peut aller. Effectivement. Maintenant, est-ce qu'il existe des traitements pour ces IST-là? Effectivement, il y a des traitements, il y a des antibiotiques. Et ça dépend à quel stade qui a été détecté. Et quel IST? Et quel IST, effectivement. Il y en a plusieurs. Mais il y a certains, par exemple les virus, il y a des traitements, mais pas à 100% efficaces. Les antivirus, non, il y a par exemple pour les herpès, on peut utiliser la cyclovir. Okay. Mais ce n'est pas des médicaments qu'on met au premier abord, mais il va falloir faire une psychothérapie pour éviter à ce que des personnes évitent des dépressions, l'anxiété ou d'autres choses qui peuvent stimuler les virus. D'accord. Les virus qui sont dormants. Mais dès qu'il y a une maladie quelconque ou bien des coups d'émotion, ça peut stimuler ces virus et de réapparaissent. Et ça, une fois traités, est-ce que ces virus peuvent disparaître complètement? Pas disparaître complètement, mais on les endort en fait. Ok. Parce que c'est des virus qui sont logés dans les ganglions. Et donc il y a, les anticorps sont activés, ils sont aussi activés. Okay. Ils apparaissent comme des bouquets de fleurs, des boutons, et après ça s'éclate, ça devient une plaie qui est très 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 douloureuse. Okay. Et on fait des applications aussi. Mais en dehors des bactéries se traitent sans problème. Il y a aussi l'hépatite B et l'hépatite C. L'hépatite B, par exemple, il y a des traitements pour l'hépatite C, mais il n'y a pas de traitement pour l'hépatite B. Okay. Mais il y a des vaccins pour l'hépatite B, il n'y a pas de vaccin pour l'hépatite C. Donc au jour d'aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, l'hépatite C se traite. Et ce sont les drogués qui contractent plus l'hépatite C. C'est très prédominant en Europe et aux États-Unis par rapport à l'hépatite B qui est prédominant en Afrique. D'accord. Et c'est pour ça que les vaccins sont préconisés. Après les tests, vous voyez si vous en avez ou pas. Et on fait le vaccin en trois étapes. Après 1 an, après 5 ans, peut-être après 10 ans, et vous êtes protégé. Mais pour l'hépatite C, il y a un traitement très efficace, mais qui coûte très cher. Par exemple, le traitement coûte à peu près, un comprimé coûte à peu près 1000 et quelques dollars. Wow.
Il va falloir faire de bonnes actions, sinon c'est un peu cher. C'est un peu cher. Donc, on peut guérir de cela, Oui. mais en ayant la poche qu'il faut pour guérir de cela. Oui. Donc, Mais les complications pour l'hépatite C, l'hépatite B, c'est le cancer du foie. Ok. Si ce n'est pas traité, ou bien cirrhose, ou bien l'hépatite chronique. Or, le foie qui est un grand moteur pour l'organisme. Et le foie, c'est le moteur qui permet le processus de digestion et d'autres choses. Et le fait de régulariser les cholestérols et beaucoup de choses. Et donc, quand il est atteint, tout l'organisme est atteint. Et donc, il va falloir protéger le foie. Ok. Parce que c'est le foie qui permet de désintoxiquer l'organisme. Ok. Donc, le foie joue un grand rôle dans l'organisme. C'est un organe noble, en dehors du du rein, du cerveau et du cœur. Voilà. C'est les organes nobles. Ça. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de certains vaccins qui étaient disponibles pour certaines infections, pas pour d'autres. Est-ce que les recherches se poursuivent toujours Bien sûr. dans ce sens? Bien sûr, nous, on continue à faire des recherches. On continue à faire des recherches. Au jour le jour, actuellement, les gens sont dans les laboratoires pour des recherches. C'est pour ça qu'il est aussi recommandé pour les Africains, en particulier le Togo, d'avoir un laboratoire de recherche très avancé pour que nous soyons aussi à la page. Pour que vous venez par moment faire des expériences chez nous avant Non, de partir. pas des experts nécessairement. Il y a des experts. Je ne suis pas un expert en matière de recherche, mais j'exhorte le gouvernement à mettre quelque chose en place pour que nous aussi nous soyons à la page pour le bien-être de l'humanité, pour le bien-être de tout Togolais. Voilà. Quelles sont les personnes les plus à risque dans cette histoire de IST, infection sexuellement transmissible? Au jour d'aujourd'hui, c'est les jeunes, les adolescents. Et tout le monde sait que quand tu tombes dans l'adolescence et la puberté, on a ce désir-là d'être attiré par le sexe opposé. C'est un mécanisme de façon naturelle. Et c'est le moment où la responsabilité des parents d'éduquer leurs enfants à la maison, de faire des réunions périodiques, une fois par mois, ou bien une fois toutes les 2 semaines, de les éduquer, de les informer des dangers de la chose. En fait, pour avoir une prise de conscience de ces enfants-là. Et je pense que ça peut aller. C'est ce qui se faisait à l'époque, aux temps anciens. Et quand ils tombent dans l'adolescence, les jeunes filles sont canalisées pour des cérémonies. Et l'homme aussi pour des cérémonies. Et en même temps, il y a le mariage. Et donc on évite ce genre de choses. Mais avec le développement et l'industrialisation et les études avancées, donc toutes ces choses n'est plus possible. Mais les parents sont exhortés à pouvoir éduquer les enfants à la maison. C'est les premiers responsables en matière d'éducation. Ok. Maintenant, est-ce que les travailleurs de sexe également sont exposés dans cette affaire d'IST? Ils sont très exposés. Déjà, on a plusieurs partenaires et tout ça, on n'est pas la prise de préservatif est très indispensable. On ne peut rien. Et nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit, mais il faut qu'ils se protègent pour éviter de contracter la maladie et de contaminer les autres aussi. Et ça devient une pyramide. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure des préservatifs. Est-ce un moyen efficace à 100% pour éviter les IST? C'est un moyen efficace à 90%, pas à 100%, puisque le testicule n'est pas protégé. Excusez-moi le terme, il n'est pas protégé, mais c'est la meilleure façon d'être protégé en fait. Pour l'abstinence tout simplement? L'abstinence, ça c'est une éducation de la part des parents. Voilà. Il faut qu'ils éduquent les enfants d'être focalisés sur les études. Et quand ils vont terminer, tout sera prêt. Je dis toujours l'Éternel est prêt pour aider les gens. Quand tu es disponible et soumis à l'Éternel, il te dirige. Et tu attends ton heure arriver, tu trouveras la meilleure personne. Et pour éviter ces problèmes-là. D'accord. Alors, docteur, comment éviter les IST? Je ne peux pas imposer quoi que ce soit. Soit de l'abstinence, soit de la prise de préservatifs. Mais les jeunes, il va falloir les équiper au moins. Parce que étant jeune, étant pubère, les organes ne sont pas encore matures
pour pouvoir porter un enfant en premier lieu, ou quand on est contracté par ces maladies qui évoluent déjà à bas bruit, les enfants n'aiment pas dire quoi que ce soit à leurs parents, ils cachent ça et sans traiter, et quand ils vont se marier, ils vont constater qu'ils ne peuvent pas donner un enfant. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont eu les MST sans le savoir et ils n'ont pas traité. Et donc ça peut générer des problèmes dans la famille et au sein du couple. D'accord. Malheureusement, on constate dans nos sociétés que les IST sont méconnus du public. Ça veut dire que tout ce dont vous parlez, c'est vrai, peut-être c'est nouveau pour certains qui suivent l'émission, parce qu'on ne sait pas forcément qu'on peut avoir une infection sans le savoir, et les signes que vous avez présentés plus tôt. Alors, quelle approche de solution vous pouvez préconiser? L'approche de solution revient surtout aux médecins d'ici, de venir à la télé, à la radio, pour pouvoir éduquer la population. Parce que l'éducation, c'est la clé même. Quand on est bien éduqué, on a une prise de conscience de la situation et on évite beaucoup de problèmes. Et donc, c'est nous, notre responsabilité. Aux États-Unis, on appelle des health educators. C'est dans les écoles et dans les sociétés. Les médecins qui travaillent dans les sociétés, de temps en temps, organisent des rencontres pour éduquer les chefs de service, les responsables, le personnel, pour ce genre de choses. Non seulement les MST, mais d'autres maladies, pour qu'il y ait une prise de conscience et adopter des attitudes préventives pour éviter certaines maladies. Et c'est à notre responsabilité, pas le gouvernement nécessairement, non. Donc, mais c'est nos médecins. Pourquoi pas instaurer ça au niveau de nos programmes dans les établissements? C'est également une approche de solution. Oui, c'est une approche de solution. Parce que c'est vrai, souvent on le met dans des sujets tabous. On ne peut pas forcément en parler, parce que c'est compliqué, surtout pour les parents, d'en parler avec les enfants. Peut-être quand c'est au programme, à l'école, parce que les enfants eux-mêmes, ils se renseignent sur les réseaux sociaux et autres. Maintenant qu'on l'a au programme, on est mieux aguerri. C'est également des approches. Et les sources d'information sont très précises et, on le dit, accurate. Des bonnes sources. Pas si au hasard où quelqu'un vient afficher, mettre quelques informations. Donc, c'est la responsabilité aux médecins, à ceux qui ont des sociétés, des ONG qui s'occupent de ces maladies sexuellement transmissibles, d'organiser des rencontres avec les parents, et des rencontres avec les élèves, des rencontres avec les directeurs et autres. Tout le monde. Périodiquement, au moins une fois ou deux fois dans l'année, il faut que ça s'organise et ça fait du bien à tout et chacun et on prend des dispositions pour pouvoir éviter. Tout cela. Élargir peut-être cette sensibilisation également au niveau des PS, des professionnels de sexe, les homos, les adolescents, à tous les niveaux. Et que la population soit consciente que cela existe et que progressivement on corrige nos habitudes, tout simplement. C'est difficile de corriger les habitudes. Mais quand tu prends la résolution de corriger les habitudes, tu peux y arriver. Voilà. Parce que ça, c'est un peu l'humain. Ça fait partie de nous. C'est pas comme quelqu'un qui fume ou bien quelqu'un qui prend de l'alcool. Il peut laisser du jour au lendemain. Ça fait partie de toi. Et ces désirs émergent périodiquement. Et donc il faut avoir la maîtrise, un peu de maîtrise. Et de ne pas tomber à n'importe qui, sur n'importe qui et n'importe comment. D'accord. Alors, quel est l'apport parental? Vous avez parlé tout à l'heure de causer avec les enfants, leur entretenir par rapport aux IST. Maintenant, quel est votre message à l'endroit de tous les parents qui nous suivent présentement dans cette émission? Comment est-ce qu'ils doivent procéder pour pouvoir parler de cela avec les enfants? Parce que ce n'est pas toujours easy, surtout chez nous au Togo. Effectivement, ce n'est pas au Togo, mais en Afrique. Voilà. Les parents doivent nécessairement chercher de bonnes sources d'informations. Les informations doivent être très précises et bien scientifiques, avec des preuves. Et en ayant cette connaissance de la chose, maintenant ils vont vers les enfants. Et s'asseoir avec les enfants, leur expliquer le bien fondé de cette discussion et leur expliquer les conséquences à court et à long terme de ces maladies sexuellement transmissibles. Et d'autres choses encore, comment s'organiser à la maison et autres choses. Ce n'est pas seulement les maladies sexuellement transmissibles, mais dans les autres domaines aussi. C'est la responsabilité des parents. Sinon, quand les enfants sortent, on ne sait pas ce qu'ils font. Il y a plein de hasards, des informations, de fausses informations qu'on les jette dans la population. Et donc, il
va Ils sont falloir exposés à cela. effectivement prendre une grande responsabilité et d'éduquer les enfants à la maison. Être à leur écoute, répondre à leurs questions. Effectivement, Il y a surtout, certaines questions que les enfants posent et puis on tourne la tête Ah oui. ou on veut même gifler l'enfant. Oui. Où est-ce que tu as Chicos, trouvé ça? Voilà. Donc, C'est très mauvais. Donc, tu sais, le problème, c'est pas, le problème a un fond. c'est C'est ça. parce que les parents aussi n'ont pas été éduqués de cette manière. Merci. C'est des découvertes fortuites. Merci. Et c'est ce qui fait le problème. Alors qu'ailleurs, en Europe, aux États-Unis, ils en parlent. Les parents ils en parlent à leurs enfants. Déjà, nous-mêmes, nous n'avons pas la donne. Effectivement. Comment est-ce qu'on peut transmettre ce qu'on n'a pas? Effectivement. C'est comme un verre d'eau. Quand l'eau se déborde, tu peux partager. Puis ça, quand il y a le verre est vide, tu n'as rien, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien, tu ne peux pas partager quoi que ce soit. Donc, c'est pas seulement d'être à l'école, d'avoir des diplômes, non, mais il faut s'informer. Et voilà, on peut aussi informer les autres. D'accord, ça c'était votre message à l'endroit des parents. Maintenant, à l'endroit des jeunes et surtout des adolescents où, au moment de la puberté, c'est des hormones qui commencent à chambouler de partout. On a envie du sexe opposé forcément. Quel est votre message à leur endroit? D'abord, pour permettre de canaliser toutes ces énergies-là qui commencent à découvrir, qui les poussent vers le sexe opposé, et comment également préserver leur dignité, ne pas forcément choper ces IST-là. La responsabilité revient toujours aux parents. Encore. Toujours aux parents. Et quand tu constates que ta fille a ses premières règles, il faut commencer par à discuter avec elle. Même avant, pourquoi pas? Oui, avant, mais après. D'accord. Il faut en parler à ses enfants. Et il faut toujours bosser. Il y a des activités sportives. Quand tu fais beaucoup d'activités sportives, on est plus canalisé. On a cette tendance à battre le record, à aller de l'avant. Et donc, il faut beaucoup lire, il faut regarder. Il faut s'occuper. S'occuper, effectivement. Il faut s'occuper. Et par là aussi, ça aide à se canaliser. Mais la plus importante, c'est de beaucoup prier. Quand tu pries beaucoup, les parents prient avec toi et t'enseignent la parole, ça aide beaucoup. Parce que la parole, c'est la clé, c'est la clé de toutes les choses. Il y a beaucoup de choses dans la parole. Il y a les choses scientifiques, il y a les choses morales. Les 10 commandements, par exemple, ce n'est pas les 10 lois pour l'Église. Il y a la loi morale, il y a la loi civile, il y a la loi religieuse dans les 10 commandements. Et c'est dans ces lois-là que les constitutions ont été instaurées dans les pays. La loi morale, la loi religieuse et la loi civile. D'accord. Et tout ça, c'est dans la Bible, là. C'est dans les 10 commandements de Dieu. Et donc, ça aussi, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Savoir écouter les parents, ne pas forcément aller vers des amis, des personnes. Poser des questions. Il faut que les parents soient ouverts à leurs enfants. Ces parents sont vraiment méchants, excusez-moi le terme, très sévères. Et il n'y a pas d'ouverture pour les enfants de les approcher. On vous a éduqué comme ça. Oui, je sais. C'est de génération en génération. Mais quand tu commences pas à grandir, tu deviens conscient de toi-même et tu connais tes défauts et commences pas à essayer d'améliorer tes défauts de façon positive, à comprendre certaines choses. C'est pour le fait de regarder les films. Non, il faut apprendre comment un truc positif dans les films, dans les théâtres, pour pouvoir l'implanter dans ta vie, pour voir comment changer tes comportements et tes caractères, et ainsi de suite. Tu peux aussi partager. D'accord. On ne partage pas. On n'est pas charitable, excusez-moi le terme. D'accord, docteur, depuis nous parlons des IST, des infections sexuellement transmissibles. Et généralement, si par voie sexuelle, à part d'autres voies que vous avez citées tout à l'heure, est-ce que vous pouvez nous permettre d'abord de connaître déjà nos organes sexuels? Parce que je crois que la base, c'est ça. Pour partir de là, pour que lorsque j'ai une infection, je sache que à ce niveau, quand j'ai tel bobo, ça veut dire qu'il faut courir à l'hôpital, qu'il faut faire ci, ou quand je commence à ressentir tel ou tel élément. C'est possible, docteur? Bien sûr. D'accord. Avec la complicité de la partie technique, on va commencer avec le premier organe, soit masculin ou féminin, pour que le docteur nous explique plus en détail ces organes-là, que nous ne maîtrisons pas. C'est vrai, nous portons ces organes, mais nous ne savons même pas le nom de certaines parties. Effectivement. Donc, le docteur va nous aider via l'image qui va venir et la complicité de la partie technique à découvrir nos organes sexuels.
Ça, c'est l'organe sexuel masculin. Et au premier abord, il y a le pénis. Il y a l'urètre qui passe à ce niveau qui est de couleur bleue là. Au niveau du pénis, il y a des tissus qui sont spongieux et qui permettent d'être en érection. En fait, c'est le sang qui rentre dans le pénis pour être le sang veineux. Pour être en érection, c'est le sang veineux qui rentre dans le tissu caverneux et ça met en érection. Et après l'éjaculation, ça ressort. Et donc, il y a aussi les testicules qui sont là où c'est là où se trouve les spermatozoïdes. Et que lors des rapports sexuels, et les spermatozoïdes sortent de façon sans mélanger à quoi que ce soit. Arrivé au niveau de la prostate, le prostate sécrète un liquide avec la glande séminale et aussi sécrète, et ça se mélange aux spermatozoïdes pour que l'être humain puisse vivre dans le vagin. Parce que donc il y a aussi la vessie qui fait partie de cet organe-là. Et donc à peu près c'est ce qu'on a. Il y a aussi l'utérus, le rectum qui est derrière. Et donc il y a la glande de Cooper aussi qui est sécrétée lors de rapport sexuel, lors de l'éjaculation. Et à peu près c'est ce qu'on a. L'organe sexuel mâle n'est pas aussi très compliqué que l'organe sexuel femelle. Donc voilà. Et voilà, il y a l'organe sexuel femelle. Voilà. Le numéro 1, c'est le vagin. Et donc, lors des rapports sexuels, c'est là où se localise le pénis. Le pénis ne va pas en haut. Et donc, à ce niveau, au numéro 2, il y a le corps de l'utérus. Le corps de l'utérus, c'est au numéro 2 où il y a deux orifices, l'orifice externe et l'orifice interne. Et donc, quand il tombe enceinte, par exemple, ça se ferme pour éviter qu'il y ait des fausses couches. Ou bien des avortements. Donc, en gros, là, c'est là où se trouve le vagin même, là où il y a l'implantation du fœtus quand il tombe enceinte. Et donc, il y a deux couches, il y a le myomètre et l'endomètre. Et c'est ça qui permet la sécrétion lors des périodes, quand vous avez, c'est là où l'écoulement du sang qui sort pendant les règles, c'est à ce niveau-là. Et ces couches-là, c'est ça qui permet l'implantation du fœtus. Et quand il n'y a pas la fécondation, la couche se dégrade. Et c'est ça qui coule. La prochaine fois, il y a d'autres couches qui se forment. Voilà. Tout en haut, il y a les trompes. Et à la fin des trompes, et il y a aussi les ovaires. C'est là où il y a les ovules et qui tombent dans les trompes. Et la fécondation se passe à ce niveau-là. À peu près ce que je peux expliquer. Voilà, de manière brève et succincte, nous avons présenté l'organe sexuel mâle, l'organe sexuel également femelle, qu'on doit connaître parce que déjà c'est compliqué. Nous avons ces organes, mais on ne sait pas trop qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. On urine par où? Généralement, on ne le sait même pas. Voilà. Donc c'est toujours important de savoir. Effectivement. Maintenant, docteur, une mauvaise hygiène corporelle peut également entraîner des infections. Effectivement. Pas forcément des infections sexuellement transmissibles. Donc, au niveau de l'hygiène intime, qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Surtout au niveau de la femme. D'ailleurs, bon, au niveau des hommes, il faut faire la circoncision, il faut enlever la prépuce. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Maintenant, ceux qui ne l'enlèvent pas là. Il y a des déchets qui se localisent au niveau de la prépuce. Et donc, lors des rapports sexuels aussi, vous pouvez avoir des plaies. Et vous pouvez vite attraper le VIH. Et les autres maladies sexuellement transmissibles. Donc, quand il s'est coupé à travers les recherches, c'est ce qu'ils ont constaté que la meilleure façon, c'est de faire la circoncision. Et de bien tailler les poils, de bien nettoyer entre les testicules. Ceux qui aiment bien garder les poils, c'est trop, il faut toujours tailler, Il ne faut pas que ça soit trop touffu. Il y a la sueur. La sueur aussi peut provoquer la prolifération des microbes. Et donc, vous pouvez vite contrôler ça. Et ça aussi, ça sent beaucoup, donc il faut être propre. Il faut être propre au niveau de la nuit aussi. Chaque fois, normalement, les musulmans le font bien. Après le cesse, ils nettoient le bas, le nomatou, avec de l'eau. Nous, on nettoie, mais bon, tout le monde avec la tradition, la technique et la culture aussi. Au niveau des femmes, le vagin est 2 fois propre que la bouche.
et le vagin s'auto-nettoie. Et après, les règles, c'est les pertes, on appelle les leucorrhées, qui sont blanchâtres, c'est le nettoyage du vagin. Okay. Et donc, normalement, on n'a pas besoin de mettre la main, les doigts pour nettoyer. Il y a certaines femmes qui le font et elles sont très habituées. Et c'est une mauvaise habitude, c'est pas bon. Parce que quand il y a des microbes qu'on appelle les germes saprophytes, on appelle la flore de Doden, une flore qu'on appelle la flore de Doden. Cette flore-là protège le vagin. Et donc, quand on fait des nettoyages avec des antiseptiques, des antimicrobiens, il y a une destruction totale de cette flore-là et il y a un déséquilibre au niveau de la flore. Et la déséquilibre peut provoquer une stérilité secondaire ou des infections à répétition. Okay. Parce que ces microbes n'étant pas là, et il y a une prolifération d'autres microbes. Et c'est pas aussi propice à un spermatozoïde de vivre longtemps et de passer du vagin vers l'utérus pour aller féconder un ovule. Et donc, c'est pas bon. Donc le vagin s'auto-nettoie. Effectivement. On n'a pas besoin de toutes les techniques de grand-mère, les produits pharmaceutiques pour pouvoir. La meilleure façon, c'est de bien nettoyer entre les lèvres, de faire sortir le clitoris. Et le clitoris, c'est souvent le test pour bien nettoyer. Parce qu'il y a sueur, tout ça là. Et porter des prothèses slip pour que après avoir pissé, il ne faut pas que le riz tombe dans le slip. Et donc ça peut aussi infecter. Des prothèses slip. Et quand vous allez, on l'appelle un batou, vous allez à la selle, il faut toujours nettoyer du devant vers l'arrière, pas d'arrière vers le bas, devant, parce que l'orifice anal et l'orifice vaginal sont très proches. Vous pouvez ramasser des déchets pour aller au niveau du vagin et pour avoir une infection quelconque, c'est le savoir. Et donc, il faut bien laver ses slips, périodiquement les laver à l'eau de javel, porter des slips en coton, la meilleure façon, les slips synthétiques, ça provoque une prolifération, c'est pas trop conseillé. Et normalement, il faut toujours repasser ces slips avant de les porter. Docteur. Parce que quand vous balayez la chambre, la poussière, tout ça là, ça peut se greffer aussi des fois. Même les slips, on doit repasser avant de porter. Normalement. Mais ou bien quand vous les mettez sous soleil, déjà à 15h, 14h, il faut le enlever. Il ne faut pas laisser jusqu'au soir. Ou il y a l'humidité aussi, voilà. D'accord. Donc, si des mesures également il faut bien tailler les poils et les selles. Pourquoi pas se raser? Ou se raser également? Il y a se raser totalement, c'est conseillé pour certains, mais les poils aussi sont là pour protéger ces organes-là. Effectivement. Okay. Donc ça dépend du goût de tout un chacun, mais il faut toujours entretenir ce milieu-là. Effectivement. Que le milieu soit toujours propre. Les slips doivent être lavés. Pas porter les slips pendant 2 ou 3 jours, c'est très mauvais. Et il faut les laver périodiquement. Avoir 3, 4, 5, 6 slips ou 7 slips de lundi à vendredi à dimanche. Il faut c'est très important. Aussi bien pour les femmes que pour les hommes, bien sûr. Et pour ceux qui n'en portent pas du tout. C'est très mauvais. Merci. Vous pouvez contracter des maladies. Comme ça, parce que vous portez les jeans, tout ça là. La femme n'est que dehors. Il n'y a pas. Vous le savez très bien. C'est toujours bien de cacher ou de préserver cela, ne pas l'exposer. Oui. Parce que lorsqu'on est en contact direct avec les vêtements également, c'est plus facile d'avoir des infections. Oui. Ok. Merci beaucoup, docteur. Je suis sûre que tous ceux qui suivent présentement apprennent beaucoup. Qu'est-ce que vous avez encore d'autre à ajouter par rapport à tout ce qui a été déjà dit? Peut-être on va prendre un dernier cas, le cas des polygames. On a plusieurs femmes et peut-être que l'homme est infecté ou une des femmes a contracté une infection. Est-ce qu'il faut seulement traiter cette personne précise-là ou c'est tout le lot qu'il faille traiter? Il faut toujours traiter tout le monde. Tout le monde. Parce que c'est un cercle. Okay. Et donc il faut fermer le cercle. Et donc ça ne sert à rien de traiter sa femme et toi-même et sans traiter ta copine ou bien les autres qui sont dans la maison ou ailleurs d'ailleurs même. Il va falloir les traiter. Et donc, parce que quand vous ne traitez pas, quand vous revenez encore, vous allez contracter les mêmes maladies et vous allez payer encore des médicaments. Où il n'y a pas assez de sous. Et donc, il faut être très consciencieux pour traiter tout le monde. Si tu as 3 femmes, 4 femmes, traite tout cela. Donc, on a une femme à la maison et des sous-copines, il faut aussi traiter les sous-copines. Il faut toujours traiter les sous-copines aussi. Il faut être responsable et consciencieux. Dire, oh,
j'ai contracté ce truc-là, je ne sais pas où, mais j'ai telle Voilà. personne. Est-ce qu'il ne faut pas traiter, il faut qu'on traite ensemble Voilà. pour éviter ce que ça n'apparaisse encore. Et donc, D'accord. je pense que toujours fermer le cercle. Toujours fermer le cercle. Merci beaucoup à notre docteur Atou Oklo. Il est de passage à Lomé, mais il a bien voulu honorer notre invitation ce soir pour nous parler des IST, nous parler également de nos organes sexuels, pourquoi pas, histoire de mieux lutter contre ces IST. Merci beaucoup à vous, docteur. Nous arrivons à la phase finale de cette émission que nous nommons communément le tag. Et ça, ça fait pas partie de votre protocole de questionnaire. C'est des questions que vous allez découvrir en live et y répondre. On espère que vous allez vous prêter à ce jeu, tout simplement. Quel est votre signe astrologique chinois, cher docteur? Je ne sais pas. Peut-être je suis charognard et mon second, il est vautour. Vous n'avez pas la donne. Vous ne savez pas. Non. Ok, quelle place occupe la religion dans votre vie? La religion occupe la première place. Ok. Parce que vraiment, sans Dieu, sans Jéhovah, je ne pense pas que je serai ici. Et donc, c'est l'île de l'émanation du vrai, du bien, l'essence même de la vie. Et il s'est incarné en Jésus-Christ pour venir. Et quand le Verbe s'est fait chair, il s'est incarné. Et quand la parole est descendue sur terre, il est devenu homme, Jésus-Christ. Et donc, il est venu pour nous apporter la parole. Deux choses fondamentales. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et aime ton prochain comme soi-même. Et donc, quand tu le pratiques, n'importe quelle religion, quand tu pars de ce monde, parce que nous sommes là, le monde n'est qu'un passage temporaire pour nous. Et quand l'âme repart vers là où il vient, et donc tu continues le voyage et tu rentres dans une grande société où il y a la paix, la joie, la félicité éternelle, l'amour éternel, la charité. Et donc tu vis avec les anges. Et au moment, tu deviens aussi ange, si Dieu le permet, et tu vas conduire ceux qui sont sur terre. Et donc, et sans Dieu, je ne peux pas exister. La première place vraiment dans votre vie. Effectivement. Maintenant, dites-nous, docteur, emportez-vous souvent les échantillons de gel, shampoing dans les hôtels? Non. Est-ce non pour sauver la face aux yeux du monde? Non, c'est ça le tag. Hein. Le tag, c'est des questions pièges. Le gel, non, je ne pense pas. Ok, on va terminer avec la toute dernière question. Quel est votre surnom de jeunesse? Tous. Tous? C'est dérivé de... Tout. D'accord, merci beaucoup, docteur. Merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir éclairé notre lanterne sur ce fameux sujet des IST. Je vous donne la parole pour votre mot de fin. Je suis très content d'être ici. Et ça m'a permis de divulguer certaines informations que je faisais avant. Grâce à ça, j'ai été aux États-Unis, j'ai été en Europe, j'ai raconté de grandes personnalités. Et je continue toujours à le faire aux États-Unis aussi. Il y a la diaspora qui écoute mes messages. Et je pense qu'il faut apporter un plus. Et quand on dit d'aimer son prochain, le prochain a 3 niveaux. Le premier prochain, c'est sa patrie. Il faut aimer sa patrie. Et aimer sa patrie, ça demande beaucoup de responsabilité. Je peux donner un exemple. Un juge qui attrape un voleur et qui l'amène en prison avec des sanctions à l'appui est un bon chrétien parce qu'il aime sa patrie. Mais quand il est soudoyé, il prend de l'argent, il laisse le voleur, le pays est corrompu. Il y a plein de voleurs et là, c'est pas bon. Le deuxième, le prochain, c'est l'église. Il faut aimer l'église, il faut aimer son prochain. Parce qu'au sein de l'église, il y a une communauté de charité, d'amour. Et c'est ça qu'il faut développer. Et le troisième prochain, c'est un individu quelconque. Et donc, j'aime mon pays. Et c'est ma patrie. Et donc, qu'est-ce que je peux apporter en tant qu'individu? Ce n'est pas une question de gouvernement. Non, en tant qu'individu, qu'est-ce que toi aussi tu peux contribuer à l'édifice? Et c'est ce que j'ai mis sur moi. C'est ma philosophie. Et pour le bien-être de mon peuple et de mes frères et sœurs. C'est pourquoi vous êtes là ce soir, pour partager votre expérience avec nous. Effectivement. Merci beaucoup, docteur. Merci.
Et merci également à vous, fidèles téléspectateurs, d'être toujours des nôtres dans votre émission Bonne à savoir. Ce soir, nous sommes sûrs et certains que vous avez encore su beaucoup de choses sur les IST, les infections sexuellement transmissibles. Merci pour votre fidélité. Nos programmes se poursuivent.